Vous écoutez Moraliser la domination ou Comment dominer par la morale, un podcast de Ouyen et Professeur Sardine. Top 1, raison Bourdieu bête. Sa vie contredit sa propre théorie. C'est pour ça que quand Bourdieu explique au tout début du livre le point de départ de sa démarche, il nous dit qu'il n'a jamais cessé de s'étonner du fait d'à quel point l'ordre social se reproduisait facilement. Et pour nous le faire comprendre, il prend l'exemple du rond-point de la Bastille. Et il nous dit qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire dans le fait qu'en 5 minutes, autant de voitures puissent circuler sans qu'il y ait d'accident. Il y a donc pour lui là-dedans une sorte de magie qui tient en réalité au fait que les gens intègrent extrêmement bien les règles de l'ordre social. Mais comme le dit Nicole Claude Mathieu, Bourdieu, qu'elle appelle bison futé pour l'occasion, ne voit pas qu'il y a beaucoup d'accidents face au code de la circulation et de l'usage des femmes. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré d'une vidéo parue le 5 mars 2023 et dont l'auteur est un youtubeur affiché à gauche, Grégoire Simpson. La critique que Simpson expose dans cette vidéo est archétypique. Ce genre d'attaque vient aussi bien de la droite que de la gauche, ce qui n'a pas l'air de l'alarmer outre mesure. En gros, Bourdieu penserait que la reproduction est systématique, inflexible, inéluctable, un peu comme une tragédie grecque, et qu'il n'y a pas de non-reproduction possible. La reproduction, c'est généralement représenté comme le fait que les enfants de pauvres vont devenir des adultes pauvres, et que les enfants de riches vont devenir des adultes riches. Et tout ça, en fait, ça découle d'une caricature très répandue, selon laquelle Bourdieu voit la société en mode destination finale. À la manière de ce film, dans lequel l'issue est décidée à l'avance, l'univers, ou ici la société, conspirerait pour garantir l'accomplissement du destin de chacun. Ce destin qui consisterait à fatalement reproduire la classe sociale de leurs parents. Mais alors, Bourdieu n'a pas vu qu'il a lui-même échappé à la reproduction, un peu comme un joueur de LoL échappe lui aussi à la reproduction, à sa façon? Ben oui, après tout, ce petit campagnard, fils d'employé des postes, a fini prof au Collège de France, l'institution de recherche française la plus prestigieuse qui soit, là où enseignaient des gens comme Michel Foucault par exemple. La reproduction sociale, c'est à la fois quelque chose que l'on comprend et qu'on nie. On conçoit facilement que les gosses de Bernard Arnault ont moins de chances de finir à l'usine que des gosses d'ouvriers. Ou alors en tant que président du conseil d'administration. Mais mon oncle Roger, lui, il est né pauvre. Il mangeait des graviers piqués au Leroy Merlin. Il s'habillait en pagne fait de sacs plastiques. Et par la force de son mérite individuel, de sa volonté à toute épreuve, il a fini grand PDG suprême d'une multinationale. Alors, Bourdieu, hein tu l'as pas vu venir celle-là, hein? On a tous à la fois une certaine conscience et une envie de nier ce phénomène de la reproduction sociale. C'est pour ça qu'on invoque autant d'anecdotes personnelles face à ce que l'outil statistique met en évidence. En travaillant sur de grands ensembles de populations, ce que révèle la statistique, c'est que parmi les gens qui sont nés dans la position sociale de Pierre Bourdieu, rares sont ceux qui finiront au Collège de France. Les statistiques de la mobilité sociale en France, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 7 enfants d'ouvriers ou d'employés sur 10 connaîtront le même sort que leurs parents. 7 enfants d'entrepreneurs ou de patrons connaîtront également, sur 10, connaîtront également le même avenir, la même destinée. Les contre-exemples que l'on peut alors avancer à la théorie de la reproduction sont appelés transclasses, par des chercheurs et des chercheuses parmi lesquels l'éminente Chantal Jacquet. Cette philosophe, spécialiste de Spinoza, démontre, à travers l'étude du cas particulier, que ce dernier, qu'il s'agisse d'un joueur de foot, d'un enfant d'ouvrier devenu prof, du déscolarisé qui finalement a réussi, tout ça s'explique tout aussi logiquement si on utilise la méthode qu'on va vous présenter tout au long de ce podcast. Cette méthode, on peut l'appeler notamment bourdieusienne ou encore méthode déterministe. En tout cas, une chose est sûre, l'existence des transclasses demande d'aller au-delà des statistiques. C'est pourquoi la sociologie se munit alors d'un autre outil précieux, les entretiens. Ce sont ces entretiens qui nous permettent d'expliquer la non-reproduction. Le travail de Jacquet sur la non-reproduction révèle que les parcours biographiques extraordinaires qu'on a bien érigés face à la reproduction sont en réalité tout à fait logiques.
Un enfant, en naissant, n'est rien ou n'a rien, ou presque. Je ne nie pas par là qu'il puisse y avoir des dispositions physiques ou mentales innées. Il y a un patrimoine génétique, il y a une configuration physique, mais quand bien même il y aurait des dispositions mentales innées, ces dispositions restent virtuelles tant qu'elles ne sont pas développées, tant qu'elles ne sont pas cultivées par l'éducation. C'est la raison pour laquelle un enfant n'a rien et n'est rien tant qu'il n'est pas éduqué, et ce que dit très justement Rousseau, un homme ne devient homme que par l'éducation. La question qui se pose, c'est celle de savoir comment un enfant qui est disposé au départ à imiter, à prendre pour modèle ses parents, peut désirer autre chose que le mode de vie qu'il a sous les yeux. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir échapper au destin déjà écrit, entre guillemets, ou du moins déjà configuré, ou esquissé, eh bien, il est nécessaire d'avoir d'autres modèles que le modèle parental, faute de quoi, eh bien, on va s'identifier à ses parents et on va répéter la même chose. Voilà pourquoi la non-reproduction implique la présence, au sein même d'un milieu qui est homogène, d'une hétérogénéité, c'est-à-dire de modèles alternatifs. Et c'est là la première difficulté. Est-ce qu'il y a des modèles alternatifs dans un milieu social qui est relativement homogène? Voyez donc que lorsque l'on est, par exemple, dans une configuration où il y a peu de mixité, où il y a peu d'altérité, où tous les individus de la même classe sociale connaissent le même sort, ont les mêmes mœurs, les mêmes représentations, les mêmes valeurs, il est difficile de penser à une altérité, il est difficile de s'identifier à autre chose. Face à leur parcours et à ce qui l'a déterminé, les individus, exemples de non-reproduction, sont en général très lucides. Il y a un truc qui fait que une bonne rencontre au bon moment, comme un bon prof, une conjoncture socio-économique favorable à l'ascension, la découverte d'une passion particulière. L'extrait audio que vous allez entendre est un petit peu dégradé, on a fait au mieux mais c'est une vidéo qui date un tout petit peu. On la retrouve sur la chaîne YouTube de Dara et même si on vous met que cet extrait, je vous conseille fortement d'aller regarder un petit peu sa chaîne. Elle avait sorti pas mal de vidéos où elle parlait de sa propre expérience de transclasse, dont celle-ci. On parle énormément de mérite comme quelque chose d'évident en fait, notamment dans les médias, dans les discours politiques et dans les discours individuels aussi. On valorise, on félicite les gens pour leur mérite et inversement, on culpabilise les gens pour n'être pas assez méritants. Et ce que j'ai essayé de faire en traitant mon cas, que je connais mieux que n'importe quel cas, et parce qu'en plus il est un peu caricatural d'ascension sociale, c'est de montrer que fondamentalement, c'est beaucoup plus complexe que ça, et que y a énormément de freins et d'opportunités qui dépendent pas de nous, et qui conditionnent vachement ce que la société appelle réussite ou échec, notamment dans le domaine scolaire, qui en plus est très peu tolérant des différences. Le constat que fait Bourdieu au sujet de la reproduction sociale représente un message douloureux pour la société dans tout son ensemble. Pour chacun d'entre nous, il y a une certaine tristesse inhérente à ce constat d'injustice. Et pour cause, à l'école, on nous apprend que si on travaille bien, il n'y a pas de raison. La méritocratie dit bien son nom, c'est le gouvernement par le mérite. C'est une construction politique qui consiste à considérer qu'au fond, celui qui réussit, entre guillemets, c'est parce qu'il a en lui des qualités, il s'est efforcé d'y parvenir, et donc il a une dignité supplémentaire par rapport à celui qui n'a pas réussi parce qu'il serait paresseux. Or, ce genre de considération, à mon avis, est totalement frauduleuse, parce que on se pose jamais la question de savoir pourquoi quelqu'un peut s'efforcer de faire des choses, et pourquoi une autre personne n'a pas la force de s'efforcer. Le mérite, c'est ce qui est censé évaluer le système de notes, comme celui d'appréciation, de diplôme, le système de l'orientation scolaire. C'est pour ça que l'école de la République, à gauche comme à droite, c'est quelque chose de précieux. Pour, entre guillemets, donner à chacun les mêmes chances. C'est l'institution qui est présentée comme permettant de mettre fin à la reproduction sociale. Et pourtant, à l'école, lorsque les cancres sont pointés du doigt pour leur fainéantise, et que parallèlement les premiers de la classe sont applaudis, comme faisant bon usage de leur facilité naturelle,
Le système scolaire ne fait pas réellement un tri objectif qui récompenserait d'un côté les meilleurs et sanctionnerait les moins bons de l'autre. Elle fait un tri social. On peut illustrer ça avec l'extrait de l'article « Les catégories de l'entendement professoral » de Monique de Saint-Martin et Pierre Bourdieu, page 72, après un diagramme mettant en évidence les différences entre les notes et les origines sociales des élèves, Pierre Bourdieu et Monique de Saint-Martin nous disent « Tout semble indiquer que l'origine parisienne constitue un avantage supplémentaire. Les Parisiennes obtenant souvent, à origine sociale équivalente, un taux plus élevé de qualificatifs rares. » Fin de citation. Les chercheurs observent alors, concernant les appréciations attribuées aux élèves, que les élèves les plus riches en capital culturel et en capital économique échappent à peu près totalement au jugement négatif, même euphémisé, et se voient attribuer les qualités les plus recherchées. Page 88 de ce même article, on peut lire « C'est le même système de classement qui continue à fonctionner tout au long du cursus scolaire. Étrange course dans laquelle tout le monde classe et tout le monde est classé, les mieux classés devenant les meilleurs classeurs de ceux qui entrent dans la course. Et cela du concours d'entrée à l'école normale au concours d'agrégation, du concours d'agrégation au doctorat, du doctorat à la Sorbonne ou au Collège de France, du collège à l'Institut, terme de la course où les mieux classés de tous les concours commandent de facto toutes les opérations de classement, en contrôlant l'accès à l'instance de classement de niveau immédiatement inférieur, qui contrôle à son tour la suivante, et ainsi de suite. Certains auront un rapport extrêmement difficile à l'école. Peut-être que leurs parents ne parlent pas un français soutenu, voire ne parlent pas français du tout. Derrière une appréciation du type « mauvais en maths », se cachent ainsi souvent des parents qui ne peuvent pas aider, mais aussi une attitude générale envers le professeur, par exemple un élève qui ne répond pas de la bonne façon, qui ne comprend pas ce qui est attendu de lui, etc. A l'inverse, d'autres recevront un rapport personnel à la culture valorisée par l'école, et dès leur plus jeune âge, ils sauront intuitivement mieux comment plaire au prof, comment interagir avec lui, mais aussi comment organiser leurs devoirs pour répondre aux attentes. Comme ce message renvoie à la nature profondément injuste de la reproduction sociale, il est douloureux, et un mécanisme de déni automatique va alors se mettre en place, et naturellement suivra l'envie de tirer sur le messager. Bourdieu est défaitiste, il est démoralisant, pessimiste, il me rend triste. Au fond, c'est un peu la première critique qu'on aimerait faire à la vidéo de Grégoire Simpson dans laquelle il nous dit que Bourdieu a fait de la merde avec la domination masculine. C'est littéralement le titre de la vidéo en question. Simpson explique la théorie de la reproduction sociale selon Bourdieu de la façon suivante. Car en gros, chez lui, on a d'un côté une structure sociale qui assigne des rôles aux hommes et aux femmes. Et de l'autre côté, on a des gens qui interprètent ces rôles sans vraiment s'en rendre compte et qui du coup assurent la reproduction de l'ordre social. La première chose qui nous a un peu sauté aux yeux, c'est que dans tout ça, il manque des termes. Il manque des termes précis de la théorie de Bourdieu. Ne serait-ce que l'habitus, par exemple. Je ne sais pas vous, mais moi, dans cette explication, j'ai du mal à faire la différence entre reproduction sociale, rôle social, interprétation inconsciente. En fait, je ne comprends pas ni la nuance, ni même le sens de ces termes. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ici une interprétation et inconsciente? Et même la reproduction, en fait. Simpson ne l'explique pas. Il n'explique pas ce qu'est une structure sociale. On ne comprend pas vraiment ce que veulent dire ces rôles sociaux qu'il mentionne. Et au fond, avec son explication, on a l'impression que le raisonnement de Bourdieu est complètement absurde, qu'il sort de nulle part, et qu'il est très grossier. Nous, on a pris le transcript écrit de la vidéo de Simpson, et on a choisi de faire CTRL F pour voir s'il utilisait les termes bourdieusiens, par exemple celui d'habitus. Simpson ne l'utilise jamais. Ne pas utiliser ce concept et prétendre critiquer Bourdieu, c'est exactement comme si on prétendait critiquer Newton, sans utiliser la gravité. Mais alors, qu'est-ce que l'habitus ? Alors Driss, ne me dites pas que ça vous fait rien, ça. Non, non, rien du tout. C'est rien du tout, ça. La musique qui se danse pas, c'est pas de la musique pour moi. Bon, non, on va passer à autre chose. Si, je connais, oui. C'est une pub. Pour du café, non? Je
Je connais celle-là. Si, je la connais, tout le monde la connaît. Mais si. Bonjour, vous êtes bien aux Acédiques de Paris? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Le temps d'attente est d'environ 2 ans. Dans cet extrait audio du film Intouchable, 2 personnages sont présents. Philippe, grand bourgeois tétraplégique, et Driss, français noir de banlieue parisienne. Même pas besoin de vidéo. Juste au son, le contraste est évident pour n'importe quel français. Il existe une très grande distance sociale entre les 2 personnages. Leur vocabulaire, leur intonation ou encore leur rapport à la musique dite classique semblent venir de mondes distincts. Et c'est ça, l'habitus. C'est une notion scientifique qui désigne un ensemble de traits. La façon d'être, de se comporter, de s'habiller, de parler, les manières, le niveau de langage, l'accent, la posture, les goûts comme les dégoûts, etc. Tous ces traits, c'est ce qu'on désigne sous le terme de disposition. L'habitus, au fond, c'est ce qui structure complètement à la fois la façon dont le monde nous perçoit et à la fois comment nous-mêmes percevons le monde. Vous rattacherez peut-être ce passage d'Intouchable au cliché, c'est-à-dire à une vision exagérée, stéréotypée qu'ont les gens des autres, entre guillemets, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas comme eux. C'est d'ailleurs un ressort principal de bonnes comme de très mauvaises comédies. Et pour cause, tout le monde comprend de qui est-il question lorsqu'on met en scène un bobo, un beauf, un bourgeois. Les clichés, comme le cinéma de comédie, sont un reflet exagéré, non analytique, peut-être un peu naïf ou même moqueur, parfois même méprisant, du monde social. Et découle, généralement, du sentiment de différence que ressentent les membres d'un groupe social vis-à-vis d'un autre. Mais alors, comment passe-t-on de l'instinct à l'étude rigoureuse, objective, des différences entre divers groupes sociaux? Pour Bourdieu, c'est là que le concept d'habitus prend toute son utilité. Comment l'a-t-il développé ? Je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. C'est le goût qui est représenté par un certain nombre de journaux nouveaux qui sont développés après 1868. Alors je suis tombé sur un magazine qui s'appelle le Catalogue des ressources. Alors c'est un truc en 3 volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste. Alors ce qui est très frappant quand on pense ce catalogue, c'est que toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très très bien ensemble. C'est-à-dire que quand vous interrogez quelqu'un qui est en affinité avec ça, ayant ça, il aura aussi tout le reste. Et ça, c'est vrai pratiquement dans tous les cas. Alors autrement dit, dis-moi ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu accroches comme tableau chez toi, et je te dirai qui tu es. Oui, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que les préférences d'une même personne sont liées entre elles. L'hypothèse que j'ai faite d'emblée en construisant mon questionnaire était qu'il y avait un lien entre tous ces goûts. C'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Bon. Et l'enquête a confirmé fortement. Donc, si on résume, l'habitus, c'est tout ce qui va trahir notre position sociale. De la façon de marcher à celle de tenir sa cuillère en allant jusqu'au goût alimentaire, tout est concerné, les goûts vestimentaires, culturels et même amoureux. On l'a vu avec les clichés, l'habitus influe la perception qu'ont les autres de nous, mais aussi notre propre perception des autres. Mais au-delà des relations sociales, l'habitus, c'est les lunettes par lesquelles on perçoit les choses et le reste du monde, au-delà des gens. Tout passe par ces lunettes, qui détermineront ce que l'on trouve ou non de bon goût, raffiné ou vulgaire, bon ou mauvais, moral ou condamnable. La distinction, c'est le fait de distinguer, le fait de faire des différences. Et le goût, c'est, si on veut donner une définition tout à fait élémentaire, c'est le fait d'établir des différences entre le bien et le mal, entre le chaud et le froid, le salé et le sucré, etc. Le goût est cette chose très très paradoxale qui à la fois nous permet de faire des différences, de produire des préférences, de dire j'aime mieux ceci que cela, et en même temps qui nous rend justiciables de jugement de préférence. On dira il a bon goût, il a mauvais goût. La Rochefoucauld disait ça à peu près, il disait sur nos opinions, au fond nous acceptons d'être contrariés ou contredits, mais sur nos goûts c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus central, parce que nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Les goûts, finalement, sont des dégoûts. C'est le dégoût du goût des autres. Pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte. L'enquête évoquée plus tôt par Bourdieu dans les extraits que je vous ai passés a débouché sur la construction d'un diagramme. Ce graphique
met en évidence à partir des statistiques réalisées les différents éléments de distinction selon le capital et le type de capital détenu par les interrogés. Ce diagramme, que nous on surnomme affectueusement le graphe de la distinction, positionne non seulement des catégories socio-professionnelles de personnes, mais également des goûts. Car ce n'est pas parce que l'on est pauvre que l'on ne va pas aimer la musique classique. Mais il est probable que l'on soit plutôt doté en capital économique lorsqu'on fait de l'équitation ou du golf. Toutes ces choses-là sont rendues visibles dans le graphe en question. L'idée centrale pour comprendre ces phénomènes, qui sont des phénomènes très compliqués, c'est qu'il y a un espace de différence, hiérarchisé, selon plusieurs principes, des différences selon le sexe, selon l'âge, selon la profession, selon le niveau d'instruction, selon le capital économique, selon la résidence, Paris, province, etc. Il y a tout un espace de différences, et ces différences objectives se retraduisent en différences dans les préférences manifestées. Le graphe de la distinction se trouve dans la description, et dans l'épisode 3, on en fait une explication un peu plus poussée, mais vous venez d'entendre un résumé par Bourdieu lui-même de ce graphe. C'est une représentation qui met en lien les goûts et les pratiques culturelles avec les positions de leurs titulaires dans l'espace social. Ça aurait été très intéressant que Simpson, dans sa vidéo, explique ce graphe parce qu'il est central dans l'explication de la reproduction, et parce que le format vidéo est parfait pour ça. Mais Simpson a préféré nous préparer un schéma personnel dont l'utilité n'est absolument pas d'expliquer quoi que ce soit, mais plutôt, dès le départ, de porter une accusation simpliste. Car en gros, chez lui, on a d'un côté une structure sociale qui assigne des rôles aux hommes et aux femmes. Et de l'autre côté, on a des gens qui interprètent ces rôles sans vraiment s'en rendre compte et qui du coup assurent la reproduction de l'ordre social. Ce schéma, ce n'est pas celui de Bourdieu. Ce schéma ne peut pas être complet, puisqu'il ne nous explique pas sur quoi repose la théorie de la reproduction sociale, il n'explique pas non plus ce qu'est une structure sociale, et surtout, je pense que la plus grosse erreur réside dans l'idée que la reproduction se fait par interprétation inconsciente des rôles sociaux. C'est l'explication que Simpson donne aussi bien visuellement que verbalement de la reproduction sociale, alors que Bourdieu explique que s'il y a reproduction, c'est parce que les individus sont amenés par leur habitus et par la façon dont le monde est structuré à faire cette reproduction. Peu importe qu'ils en aient conscience ou pas, peu importe qu'ils interprètent de façon inconsciente ou pas leurs rôles sociaux, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire grand-chose, la réalité, c'est que tout le monde a un rôle dans l'espace social et que ce rôle est indépendant de la bonne ou de la mauvaise volonté des individus. C'est ça qu'explique la reproduction. La question de pourquoi les gens ont ces rôles-là, qu'ils le veulent ou non. Pourquoi telle ou telle position dans l'espace social est occupée, pourquoi elle est occupée proportionnellement par plus d'hommes, plus de femmes, plus de jeunes, plus de vieux, plus de blancs, plus de non-blancs, plus de pauvres économiquement, plus de riches économiquement, et comment tout cela dépasse la bonne volonté de l'individu. Et en effet, Bourdieu disait que c'était souvent à l'insu des individus, c'est-à-dire que la plupart du temps, on ne se rend pas compte d'à quel point notre position dans l'espace social est déterminée par des choses qui nous sont extérieures. Lorsque Bourdieu mobilise l'inconscient, c'est pour décrire à quel point les personnes ont l'impression d'être responsables de leur position et n'ont pas les moyens de faire une analyse totale de ce qui les a menés là où ils en sont. Et pour décrire tout cela de façon complète, le schéma que nous a proposé Simpson est erroné et incomplet. Il ne peut pas se priver de la définition de l'habitus pour expliquer la reproduction sociale, ni pour expliquer la distinction d'ailleurs. Et puis, sous quel prétexte se priver de cette définition ? Vous avez vraiment trouvé ça si compliqué à comprendre ce que c'était l'habitus ? C'est loin d'être une notion impossible à expliquer facilement. Nous, on a pris notre temps pour le définir avec des exemples concrets, mais je suis sûre que ces exemples peuvent être à nouveau synthétisés pour donner une explication encore plus condensée. Vous l'aurez compris avec sa définition, l'habitus décrit un fait social très important, c'est-à-dire qu'il permet d'expliquer les différences entre les individus, mais aussi de les analyser. À travers l'habitus, on va pouvoir donc expliquer la reproduction sociale, ou à l'inverse, la non-reproduction. Évidemment, les dispositions sont amenées à évoluer avec l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le contexte sociopolitique et environnemental autour de l'individu.
Quand on définit correctement l'habitus, ça paraît logique et évident. Pour autant, nous nous devons d'appuyer sur ce point, car une critique qui est faite à cet outil par des détracteurs de Bourdieu, c'est que Bourdieu l'imaginerait rigide, alors que pourtant, l'habitus est fluide et dynamique. De la même façon que les goûts évoluent avec le temps, les gens ont conscience qu'il y a des différences de goût selon les différences de position dans l'espace social, et sont également capables de postuler de l'habitus de leur interlocuteur, et donc de s'adapter en conséquence, souvent pour éviter d'être démasqués lorsqu'ils se sentent en position dominée. Une de mes découvertes en travaillant sur ce sujet, c'est que aujourd'hui, il n'y a sûrement pas beaucoup de jugements qui engagent autant les gens que les jugements de goût. Vous pouvez facilement faire rougir quelqu'un aujourd'hui, le faire rougir sur une faute de goût, sur une gaffe, etc. C'est extrêmement facile. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés de l'enquête. L'enquête sur les problèmes de goût est très difficile parce que, évidemment, le rapport d'enquête est un rapport social et la personne interrogée a une idée du statut social de la personne qui l'interroge, donc de ses goûts, de ses préférences, et il a peur d'être jugé par l'interrogateur. De ce fait, il tend à produire des jugements de goût qu'il juge conformes aux attentes de l'interrogateur. Et le titre de l'ouvrage dans lequel j'ai publié les principaux résultats concernant ce problème, la distinction, est un titre volontairement ambigu. D'ailleurs, rétrospectivement, je regrette cette ambiguïté parce que je pense qu'on a entendu que un des moteurs du monde social et en particulier des pratiques culturelles, c'est la volonté de se distinguer. Le snobisme. Le snobisme. Ouais. Ce qui n'est pas du tout l'idée du livre. En fait, nous sommes distingués, que nous soyons distingués selon la définition officielle ou pas. Un petit commerçant que, au nom des normes dominantes, nous jugeons vulgaire est distingué, en ce sens qu'il est différent des autres. Le graphe de la distinction, mais aussi tous les bouquins qui sont sortis sur la reproduction ou encore le langage comme lieu de pouvoir symbolique, nous montrent que Bourdieu a bien prévu qu'un habitus puisse donner des réponses différentes dans des situations différentes et ainsi évoluer. Ça n'a pas empêché certains d'y imaginer une contradiction profonde et d'en faire carrière, comme c'est le cas avec le malheureusement très célèbre Bernard Lahire. Non, malheureusement célèbre, parce que très célèbre en vrai. Le tristement célèbre Bernard Lahire. L'inénarrable. L'inénarrable Bernard Lahire et son homme pluriel. Tout cela fera peut-être l'objet d'une vidéo ou d'un podcast de notre part un jour si on survit à ce podcast-là. Si Simpson s'épargne complètement d'utiliser le terme d'habitus, il ne voit en revanche aucun problème à utiliser une fois le terme de magie, et on voit également apparaître au moins 2 fois celui de magique dans sa vidéo. Et dans la façon dont Simpson utilise ces termes, on a bien l'impression que Bourdieu expliquerait les choses par la magie. Il y a donc pour lui là-dedans une sorte de magie qui tient en réalité au fait que les gens intègrent extrêmement bien les règles de l'ordre social. Cette bizarrerie, c'est le texte final du livre, et dedans Bourdieu nous propose comme remède à la domination masculine de recourir au pouvoir magique de l'amour. Ça donne quelque chose d'à la fois incompréhensible, de visiblement grossier, et donc de très 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 facile à critiquer. Alors, ce qui nous tient à cœur dans tout cela, c'est que vous reteniez que non, Bourdieu ne pensait pas que la reproduction sociale, c'est magique. Et vous verrez qu'il ne pensait pas non plus que la domination masculine, ça se résout avec de l'amour. Si Bourdieu a dégagé le concept d'habitus, mais aussi celui de champ, ou encore celui d'ordre symbolique, c'était pour expliquer les mécanismes de la domination dans le monde social. Le but, c'était de trouver une autre explication que la simple bêtise humaine ou le mauvais goût pour expliquer qu'on préfère le rap ou la musique classique, qu'on fasse des études longues ou pas d'études du tout, qu'on aime la viande ou qu'on soit végétarien. Bourdieu fait partie de ceux qui ont montré qu'il y a une explication scientifique au goût et au dégoût, et aux positions sociales de chacun dans l'espace qui en résultent. Je sais que Simpson dira que c'est de la vulgarisation et que c'est pour ça qu'il n'utilise pas les termes scientifiques précis. Le problème, c'est que lorsqu'on fait une explication scientifique, par exemple celle de la gravité, on ne peut pas, même en faisant de la vulgarisation, s'épargner les termes. Simpson est loin d'être le seul youtubeur qui prétende faire de la vulgarisation
et dès ce prétexte-là, prétendent que cela limite ces explications et leur portée scientifique, parce qu'en fait, le public ne comprendrait pas, ou qu'il n'est pas là pour ça, parce que c'est trop compliqué. Alors oui, quand on fait de la science et quand on fait de la théorie scientifique, il y a de la complexité. Et Bourdieu est le premier à dire que ces choses-là, la reproduction sociale, c'est complexe, ça ne s'explique pas facilement, et que ça nécessite un raisonnement nuancé qui prenne en considération beaucoup de paramètres différents. En clair, un raisonnement complexe nécessite forcément de prendre le temps de poser les choses et de réfléchir à comment on les pose. Bourdieu a une image contradictoire, notamment à gauche, selon laquelle il complexifierait trop les choses pour que les gens puissent comprendre, mais que, parallèlement, ses théories seraient trop simples pour expliquer la réalité du monde social. Le sociologue est souvent victime de ça. Le sociologue fait des choses complexes, on lui reproche d'être compliqué, comme Fernand Braudel vient de le faire, et ensuite on simplifie ce qu'il dit et on lui reproche d'être trop simple. J'ai l'impression que les youtubeurs vulgarisation sont un petit peu l'héritage de cette position ambivalente. À la fois, ils essayent de toujours tout simplifier, en vous répétant sans cesse que Bourdieu est incompréhensible, que certains de ses écrits ne valent absolument pas la peine d'être lus, et à la fois, ils vous incitent à ne pas le lire parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin de le lire pour le comprendre, vous avez juste besoin d'une vidéo de 10 minutes qui vous expliquera tout sans prendre les termes qu'utilise Bourdieu ni les définir, sous le prétexte que de toute façon, ces termes sont à la fois trop compliqués, à la fois trop simplistes, bref, qu'il serait inutile de les utiliser. Alors qu'il est totalement admis qu'une démonstration mathématique ou de physique-chimie peut être très compliquée à suivre si l'on n'a pas de base en physique-chimie, en sociologie, ça, c'est considéré comme anormal, comme si tout le monde devrait pouvoir instinctivement et immédiatement comprendre l'explication scientifique d'un fait social sans aucun bagage initial. Donc, dès qu'une théorie nécessite de développer certains termes, de poser certaines définitions et de revenir sur un raisonnement complexe, elle est targuée de méprisante. Personnellement, j'ai l'impression que tout ça, ça en vient à penser que la sociologie n'est pas vraiment une science. Bref, que Bourdieu se serait pris la tête inutilement avec tout ça, voire même aurait volontairement cherché à rendre tout ça hermétique, et qu'au fond, c'est bien plus facile que ce que ça en a l'air. Enfin, j'ai l'impression que tout cela démontre que l'on a peu d'attentes envers la sociologie, ou plutôt qu'on ne s'attend pas à ce que la sociologie explique l'entièreté des comportements humains, comme si les humains étaient un petit peu au-dessus de la recherche et que de toute façon, il y aurait toujours une part d'imprévisible, d'inexplicable. Simpson n'est pas le seul à accuser Bourdieu de pensée magique, mais pire encore, du crime de porter une théorie qui est fataliste et dépassée. C'est l'arme principale de la droite pour discréditer la sociologie. À quoi bon aider les moins fortunés de notre société ? Après tout, ils sont là par manque d'efforts. Chacun peut s'en sortir par son mérite individuel et en utilisant son petit libre arbitre. C'est pourquoi il ne faut strictement rien changer à rien. Il ne faut pas intervenir, chacun pour soi et Dieu sauvera les siens. Vous connaissez la rengaine. Ce qui est rigolo, c'est que dans un tout autre but, la gauche aussi discrédite Bourdieu, comme on le voit avec Bernard Friot, figure du communisme français ou de ce qu'il en reste. Prenez le livre emblématique de Bourdieu qui s'appelle « La reproduction ». Vous avez un climat dans les sciences sociales critiques, un climat de critique du capitalisme comme système générant des victimes dont il faut être solidaire. Ce qui, pour les chercheurs en sciences sociales critiques, est une position extrêmement confortable. Vous écrivez l'histoire dont la bourgeoisie a besoin. Elle a besoin d'une histoire qui la pose comme seule classe pour soi, qui nie qu'il y ait du déjà-là communiste, qui nie qu'il y ait une classe révolutionnaire en capacité d'instituer une alternative dans le capitalisme même. Donc, vous écrivez l'histoire dont la bourgeoisie a besoin et vous faites carrière, et en même temps, vous êtes du bon côté. Vous êtes solidaire de victimes. Cette culture du communisme pour après-demain est d'une nocivité considérable et nous conduit à des défaites majeures par incapacité d'assumer et de lire comme tel le déjà-là communiste
que la lutte de classe, avec une classe révolutionnaire effectivement existante, pour soi, et pas simplement en soi, ont pu instituer. Le fond du discours de Friot, ici, c'est que la réalité de la reproduction serait quelque chose de décourageant, que les masses n'ont pas besoin d'entendre un tel discours défaitiste et attristant. La droite, elle aime pas la reproduction, parce que c'est pas méritant. Et la gauche, elle aime pas non plus. Pourquoi ? Bah parce que c'est triste. Vous venez d'écouter le premier épisode de Moraliser la domination, ou Comment dominer par la morale, un podcast écrit par Will et Professeur Sardine. Si vous souhaitez soutenir notre initiative, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube du Squat et sur toutes les plateformes sur lesquelles notre podcast est diffusé.